Sans attendre, j'ai le plaisir de passer le flambeau, si je puis m'exprimer ainsi, de la France au Québec, de l'animation de ce colloque à Caroline Davoine, qui, depuis le ministère québécois de l'Éducation, va avoir le plaisir d'animer le second bloc de ce colloque destiné à la direction d'école. À vous, Caroline, bienvenue. Merci, merci beaucoup de cette présentation. Donc, oui, effectivement, j'aurai le plaisir de prendre le relais pour l'animation de ce deuxième bloc. Donc, je tiens vraiment à remercier en premier lieu les organisateurs de ce bel événement, une première, donc, pour cette invitation. Donc, il y a plusieurs échanges très intéressants aussi qui nous attendent pour ce deuxième bloc concernant la direction d'école et son rôle dans la réussite des élèves. Donc, comme vous pouvez le constater avec la présentation, comme vous pourrez le constater évidemment avec la présentation de notre conférencier, il y a plusieurs différences dans l'organisation et le fonctionnement d'une école sur les deux territoires français et québécois. Ça nous promet vraiment une table ronde riche en discussion et nos experts pourront développer davantage sur le sujet et partager des points de vue variés de la théorie à la réalité, évidemment, sur le terrain. Donc, avant de passer la parole à notre conférencier invité, je souhaiterais préciser que les questions qui seront posées par le public seront répondues au fur et à mesure grâce aux modérateurs qui sont désignés à cet effet. Puis, s'il nous reste du temps, on prendra une des questions là, qui sera posée directement à nos experts de la table ronde. Donc, nous vous remercions pour votre participation active à cette deuxième partie de l'événement. Donc, sans plus tarder, à titre de conférencier invité sur ce deuxième bloc, je souhaite la bienvenue à Paul Saint-Onge, qui est, pour ceux qui se joignent en virtuel. Donc, M. Saint-Onge est en direct, lui, du lycée européen de Villers-Cotterêts. Donc, d'abord enseignant, puis directeur d'école au primaire, au secondaire et à l'éducation des adultes. Il a eu à gérer la mise en œuvre de nombreux changements, dont la réforme québécoise de l'éducation au début des années 2000. Depuis 2016, il est le directeur général adjoint au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, situé sur l'île de Montréal. Dans le cadre de cette fonction, il veille à la réussite des élèves, mais aussi au recrutement, à l'accompagnement, au développement des directions d'école. Titulaire d'une thèse en administration de l'éducation de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en géographie culturelle de l'Université McGill, M. Saint-Onge s'intéresse aux facteurs de réussite des changements dans les organisations scolaires. Nous vous remercions grandement d'avoir accepté notre invitation à nous partager votre expérience autour de la question des directions d'école. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Paul, pour débuter la conférence. Merci. Merci, Mme Davoine. Alors, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a la chance, Mme Bachère et moi, d'être parmi les membres de l'Académie d'Amiens qui nous ont vraiment réservé un accueil exceptionnel, puis nous ont proposé une programmation chargée, oui, mais de grande qualité qui nous a permis de vivre en immersion dans les rencontres de direction d'école d'application avec le directeur de l'Académie de la section de l'Aisne et ainsi de suite. Donc, vraiment, je tenais à vous remercier et particulièrement à M. Pinel, Laurent, pour l'organisation de cet événement. Je salue également les gens au Québec qui n'ont pas pu être parmi nous, mais qui travaillent avec nous depuis plus de 2 ans là, sur, ça a été évoqué là, par certains et certaines avant, sur les écoles franco-québécoises qui, à notre avis, est un projet là, très intéressant qui permettrait d'approfondir ce qui a été évoqué précédemment. Alors, sans plus tarder,
je vais vous parler de ce qu'est pour nous, à Marguerite Bourgeois, une direction d'école efficace. Alors, c'est sûr que le terme efficace peut accrocher les oreilles, j'y reviendrai, mais auparavant, je veux préciser certains éléments. François, s'il vous plaît, peut-être la prochaine diapo. Je pense que c'est important de vous mettre le contexte, parce que ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a été possible de faire avec les encadrements légaux, les programmes d'études, les orientations ministérielles au Québec. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que c'est possible de prendre ce que je vous présente cet après-midi, en fin d'après-midi, et de l'appliquer intégralement en France, ici à l'Académie. Mais assurément, il y a des éléments qui sont universels. Et je pense que les 5 caractéristiques dont je ferai mention un peu plus tard sont universelles et la plupart de ces caractéristiques sont connues, sont déjà en application. Mais c'est de continuer à s'y intéresser et d'aller au maximum dans ces caractéristiques-là pour favoriser la réussite des élèves. Donc, en gros, ma présentation, dans un premier temps, je vais revenir sur la réforme de l'éducation au Québec. Ça a été mentionné un petit peu par M. Brodeur et par d'autres, mais je tiens à y revenir parce que c'est au début des années 2000 le contexte d'exercice des directions d'école comme professionnels, comme leaders pédagogiques qui a été lancé, disons. Ensuite, je vais vous parler un peu de notre organisation, le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, présentation du référentiel, et à la fin, je vais prendre un petit peu de temps pour... c'est pas simple, hein, parce que vous avez parlé des programmes dans la première partie, des programmes au préscolaire. Vous savez, même si on a d'excellents programmes, l'enjeu, c'est pas tant le quoi, c'est dans le comment le faire, comment le déployer. Alors, je vais aborder cet élément-là là, à la fin de ma présentation. Alors, la réforme de l'éducation, il faut savoir qu'au Québec, il y a eu, évidemment, avant 1960, il y avait des écoles, il y avait le clergé qui avait pas mal la main mise sur l'éducation au Québec. Et dans les années 60, il y a eu une grande réforme qui visait l'accès à l'éducation pour tous. Donc, c'était majeur. Avant ça, tout le monde n'avait pas le droit à l'école. Et là, ça a été la grande réforme, la création du ministère de l'Éducation. Et c'est ce qui a prévalu. Bien sûr, des changements par la suite, mais en gros, c'est ce qui a prévalu jusqu'au début des années 2000. En 1995, la société, les gens du milieu universitaire, les gens en pratique, notaient que les apprentissages faisaient difficilement sens pour les élèves. La place de la mémorisation était trop grande. Il y avait du décrochage. On s'inquiétait de la capacité de transférer les apprentissages dans un monde en évolution, parce qu'à l'époque, on pensait que le monde changeait rapidement. Bon, on a été frappé de plein fouet les 2 dernières années. On a vu qu'on est capable, dans la contrainte, de changer encore plus rapidement. Du moins, mais à cette époque-là, on avait déjà cette inquiétude ou cette préoccupation, devrais-je dire, de bien former nos élèves à la réalité du 21e siècle, et ainsi de suite. Donc, il y a eu puis je ne veux pas trop rentrer dans la réforme parce que ça pourrait faire l'objet d'une présentation, mais en 1995, il y a eu les États généraux sur l'éducation, qui était un vaste chantier de consultation qui a impliqué les universitaires, bien sûr, mais aussi le gouvernement, les syndicats, les enseignants, les parents. Donc, a émané de cette vaste consultation des chantiers. Quelques années plus tard, en 1997, était lancé l'énoncé de politique « L'école, tout un programme ». Et c'est, dans le fond, ce qu'on détermine comme étant la base ou le point fondateur de la réforme. Et c'était majeur parce que dans cette réforme, on a revu complètement les programmes d'études. On passait de programmes d'études très hiérarchisés par objectif, d'acquisition de connaissances, en des programmes construits en compétences disciplinaires, en compétences transversales. Il y avait aussi dans cet énoncé politique la volonté de donner plus de pouvoir aux établissements, de reconnaître l'autonomie professionnelle des enseignants. Il y avait aussi des modifications qui étaient nécessaires pour l'exercice de la profession de direction d'établissement. Et c'est à ce moment-là, bien évidemment, là, je fais court, mais il y avait derrière ça des recherches qui soutenaient cette volonté de réforme et cette volonté de changement. Donc, c'est pas arrivé, ça a émergé, ça s'est construit. Et dans la recherche,
ce qui était clairement déterminé, c'est qu'une direction d'établissement doit s'intéresser en premier lieu à l'apprentissage des élèves. Et ça peut paraître évident, là, on va dire, ben oui, c'est une école, mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. La direction d'établissement était avant tout un gestionnaire administratif. Ses patrons, l'attente qu'on avait, même les enseignants, c'était qu'avoir une direction qui a la réponse, qui suit son budget, qui prend soin de ses ressources, qui balance à la fin de l'année ses budgets, qui gère les ressources matérielles de l'école, qui s'assure au respect des règles de sécurité et ainsi de suite. Bref, des éléments, somme toute, je dirais très importants. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas être un leader pédagogique si on n'est pas capable de gérer, faire nos suivis, puis s'occuper des parents, s'occuper des enfants. Mais on peut aussi ne faire que ça et oublier que la mission de l'école, c'est l'apprentissage. Alors, c'était vraiment ce qui a été marquant dans la réforme du point de vue de la direction d'établissement, devenir et être un leader pédagogique. Donc, de prioriser et de faire en sorte que les décisions soient toujours centrées sur l'apprentissage des élèves. Et cette réforme-là, au final, la première réforme des années 60, c'était l'accès pour tous. Et cette réforme-là, c'était le succès pour tous les élèves. Parce que notre taux de décrochage était très élevé. Puis un peu ce qui a été dit précédemment, l'école, c'est le vecteur numéro 1 d'intégration, d'égalité sociale et ainsi de suite. Alors, ça a été, je dirais, les éléments marquants que je voulais vous partager. De façon un petit peu plus concrète, la direction d'établissement s'est retrouvée du jour au lendemain à avoir un conseil d'établissement qui peut s'apparenter à un conseil d'administration. Donc, les parents y siègent, les parents occupent la présidence de cette instance-là, formelle. Bien évidemment, les membres du personnel y siègent également. Et on y adopte le budget, on y adopte le projet éducatif, on discute des pratiques pédagogiques, de l'horaire et de bien d'autres. Je regarde Mme Bachar parce qu'elle est encore régulièrement en rencontre. Généralement, il y a une dizaine de rencontres par année. Donc, c'était un changement majeur. Avant ça, on était avec des comités de parents qui avaient un rôle peut-être d'influence, mais là, on est passé à un rôle décisionnel. Donc, c'est un peu, je dirais, les conditions d'exercice qui ont découlé de la grande réforme du début des années 2000. Évidemment, on ne pouvait pas demander aux gens en place, les directions en place, d'être des leaders pédagogiques, alors que ça faisait peut-être 20 ans, 30 ans qu'ils pratiquaient, qu'ils exerçaient cette profession, puis ça n'avait jamais été une priorité, ou du moins, ce n'était pas le cœur de la mission. Alors, le ministère a décidé, dorénavant, les gens, pour devenir directeurs d'école, devront faire une formation universitaire de 2e cycle en administration d'éducation, dans laquelle il y aura évidemment des éléments pédagogiques. Quand on a parlé de pratiques pédagogiques probantes, je vais y arriver, mais il y avait ces éléments-là. Évidemment, la réforme de l'éducation, ça a été lancé, mais une réforme n'est jamais neutre, génère souvent les passions, et la nôtre n'a pas fait exception. Quelques éléments rapidement à préciser. Il y avait un discours de rupture. Donc, les gens qui portaient cette réforme-là laissaient sous-entendre que dorénavant, ce qui était fait avant, on n'en parle pas trop, dorénavant. Alors, c'est sûr que cette rupture-là a heurté beaucoup de gens parce que tous n'avaient pas des difficultés à l'école et plusieurs écoles avaient déjà du succès. Alors, il faut retenir ça, puis vous allez voir dans mon propos plus tard, je vais y revenir, mais il faut faire attention lorsqu'on parle de rupture, lorsqu'on parle de transformation. Pour réussir un changement, il faut garder un équilibre, il faut que les gens nous suivent. Alors, je vais juste l'amener parce que ça a été un élément majeur dans la réforme. L'autre, il y avait cette volonté, par des courants d'influence, de mettre au premier plan le socio-constructivisme, qui était à la mode, on va dire, ou en tout cas qui était tendance, mais qui n'avait pas, selon toute vraisemblance, démontré que c'était les pratiques pédagogiques, les approches pédagogiques basées sur ce courant-là. Il n'y avait pas de recherche probante qui avait démontré que l'application, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire de reposer pleinement les pratiques pédagogiques sur le socio-constructivisme. C'était peut-être pas avisé. C'est un jugement, mais c'est ce qu'on a constaté dans la littérature.
Alors, je vais maintenant passer de la réforme. On a présenté un petit peu les conditions d'exercice. Peut-être changer de diapo, s'il vous plaît. En haut de direction, je l'ai abordé. Si on passait à la suivante. Le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. En gros, on est un centre de service scolaire. Il y en a 72 au Québec, soit des centres de service scolaire ou des commissions scolaires pour le secteur anglophone. Et en gros, c'est de veiller à offrir des services éducatifs de qualité sur un territoire donné à l'ensemble des élèves et des adultes, que ce soit de l'ordre de l'école élémentaire, de l'école secondaire, de la formation générale des adultes ou de la formation professionnelle. Donc, c'est de s'assurer d'offrir ces services-là, mais c'est aussi déployer dans un plan d'engagement vers la réussite. Donc, chacune de ces organisations-là au Québec doit avoir un plan d'engagement vers la réussite qui est en phase, évidemment, avec les attentes ministérielles. Donc, le ministère, le ministre, nous donne des cibles. Et là, on vient d'apprendre récemment que la cible de 90% de taux de diplomation et de qualification est attendue dans les écoles du Québec, mais dans les organisations comme les nôtres, pour 2030. Donc, il y aura d'autres attentes ministérielles, bien sûr, ils y travaillent, mais c'est pour vous donner un peu une illustration. Donc, ces organisations-là sont menées par des conseils d'administration qui sont constitués, évidemment, de membres du personnel, de parents et de membres de la communauté avec des profils particuliers. Donc, c'est 5-5-5, une quinzaine de personnes dans les conseils d'administration qui ont des pouvoirs de gouvernance décisionnelle, mais qui ne sont pas des élus, et ce n'est plus des gouvernements locaux comme c'était précédemment et comme ce l'est encore chez les anglophones. Petite précision. En gros, on a la responsabilité aussi de gérer les ressources financières qu'on nous donne. Le ministère va nous donner des ressources financières et la taxe scolaire qui est perçue va aussi nous être transférée. Et nous, à partir de ces sommes-là, on doit organiser les services éducatifs, les services, le service des ressources humaines, ressources informatiques, ressources matérielles, l'entretien des bâtiments, les demandes au ministère lorsqu'on est en croissance de clientèle, en croissance du nombre d'élèves. Le mot clientèle peut heurter, mais lorsqu'on voit le nombre d'élèves augmenter, on fait des demandes au ministère et ils nous octroient, et c'est nous qui gérons, par appel d'offres, la construction et l'agrandissement des écoles. En gros, les collègues ont à peu près toute la même mission qu'on peut avoir nous à Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois, si j'avais à qualifier cette organisation, j'y suis depuis l'an 2000, donc ça fait quand même là, un bon nombre d'années. Notre culture, je dirais, c'est une culture avant tout de proximité. On est une grosse organisation, mais dans un territoire, on pensait qu'on avait un gros territoire, puis je réalise qu'en étant ici, c'est plutôt modeste. On a l'ouest de l'île de Montréal, mais c'est un territoire qui est densément peuplé. Donc, on doit desservir ce territoire-là. On a 102 établissements. On a 70 000 élèves de l'élémentaire, secondaire et du secteur des adultes. À peu près, pas à peu près, on a 102 établissements, 11 000 employés, pour vous donner là. Et ce qui nous caractérise, évidemment, je dis ça, puis je posais la question tantôt à Natacha, toi, qu'est-ce que tu en penses, pour valider un peu? Des fois, on a une perception de... Mais généralement, je vous dirais, on dit de nous qu'on est une organisation qui est proche, malgré la taille, malgré le volume, on est assez proche de nos gens. On est à l'écoute, on collabore bien avec eux, mais on est aussi une organisation qui vise la performance. C'est pas simple, la performance peut heurter, il y a une notion peut-être économique ou néolibérale, mais nous, on le prend dans le sens de réussite des élèves, apprentissage des élèves, la notion de performance et de gestion efficiente des fonds publics. Donc, c'est un peu quand on s'évalue, on regarde nos indicateurs nationaux que le ministère nous donne, on regarde la réussite de nos élèves. Donc, c'est un peu au niveau de la culture, les valeurs, nos valeurs sont de respect, d'équité. L'équité, c'est important, c'est pas tout le monde pareil. C'est la juste appréciation à la personne dans le contexte. Donc ça, c'est pour nous, c'est important parce qu'il y a des enfants qui ont beaucoup plus de besoins que d'autres, il y a des milieux qui ont plus de besoins que d'autres. Alors, on se donne cette valeur-là, valeur de responsabilité, individuelle mais collective, et puis de courage. Puis c'est sûr que quand
on prône le courage, bien, il faut aussi avoir le courage de se faire contester, puis que les gens remettent en question des orientations, des décisions. C'est quand même assez vaste, mais pour essayer d'avoir notre vision, le déploiement de notre PVR, essayer d'aller tendre vers une réussite du plus grand nombre, on a constitué des référentiels. On a constitué des référentiels pour des corps d'emploi professionnels, psychologues, orthophonistes, et ainsi de suite. On en a constitué pour nos services au centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois, voir quelles sont les attentes des gens qui œuvrent dans les services. Et on en a... et comment c'est élaboré rapidement? C'est, évidemment, il y a des encadrements légaux qu'on se doit de respecter, mais en fonction de la vision, de la recherche, on s'assoit avec les gens concernés. En l'occurrence, ici, c'est les directions d'établissement, nos associations professionnelles de direction d'établissement, parce qu'on en a 2, ils sont regroupés. Lorsque ça concerne les syndicats, la direction générale, les directions qui sont volontaires, et on se met à la réflexion, puis on détermine comment développer un outil pratique, synthétique, qui viendra nous guider, qui est un peu des énoncés de principe, qui vient nous guider, nous rappeler qu'est-ce qu'on s'est donné comme vision, comme priorité, et sur quoi il est important de mettre notre attention. Parce que le quotidien nous rattrape. C'est incroyable. Et c'est pareil ici, je le voyais, là, j'étais chez Paola hier matin. Elle est sollicitée de toutes parts, mais Paola, pour les Québécois, bien, vous ne savez pas, mais c'est une directrice d'école ici. C'est incroyable comment nos directions et nos enseignants sont sollicités. Alors, si on ne fait pas l'effort de se rappeler ce qui est prioritaire et on n'en fait pas la priorité absolue, ça n'arrive pas, simplement. Donc, si on passe à la prochaine diapo, le référentiel que je vous présente le plus rapidement possible a été élaboré en 2017, celui-là, et il porte, puis j'ai intitulé la présentation, une direction d'école efficace, 5 caractéristiques. La notion d'efficacité, là, dans notre conception, c'est de dire, c'est une direction qui arrive, comment dirais-je? C'est une direction sera considérée efficace si l'école qu'elle dirige, en fait, atteint les objectifs du projet éducatif. Donc, c'est efficace parce qu'elle atteint ce qui a été concerté comme projet éducatif étant, je vous l'ai dit tantôt, par le conseil d'établissement, donc les parents. Donc, ça fait consensus, il y a une adhésion, et une direction sera jugée efficace si elle arrive à atteindre les objectifs de ce projet éducatif-là, qui touche assurément et nécessairement à la réussite des élèves. Puis j'ajouterais, tout en préservant l'engagement et le bien-être du personnel, ou de tous. Donc, on ne veut pas non plus des gens qui sont là, qui pressent le citron, puis qu'il n'y a pas de pérennité. Alors, ça, c'est important aussi dans la notion d'efficacité, parce qu'on n'est pas là pour faire... des fois, il y a des gestionnaires dans le privé, ils sont efficaces parce qu'ils ont un objectif de rationaliser de 40 les coûts. Bien, ils rationalisent 40 les coûts, puis c'est fini. Mais en éducation, on veut de la pérennité, on veut de la continuité. Donc, c'est un élément important à mentionner. Aussi, je ne l'ai peut-être pas mentionné, puis pour nous, c'est une évidence, mais toutes nos directions d'école sont à temps plein. Donc, évidemment, nous, on a des grosses écoles, mais je vous dirais, même en région, je connais assez bien la réalité des régions québécoises, et toutes nos directions sont à temps plein. Ce qui arrive dans les milieux où il n'y a pas suffisamment de classes, la même direction va être en charge de 2, voire même 3 écoles différentes. Mais c'est une profession à temps plein. Chaque milieu a un soutien administratif, une secrétaire d'école qui est là. Et donc, c'est important de l'avoir en tête parce que les ressources ne sont pas forcément les mêmes ou le contexte n'est pas forcément le même ici en France. Un référentiel, si on passe à la diapo suivante, référentiel de la gestion efficace d'un établissement, si je peux dire ainsi, a 5 caractéristiques et si le leadership est au centre, c'est parce qu'il est, je dirais, sous-jacent ou transversal aux 4 autres caractéristiques. Milieu sain et sécuritaire, la gestion de ses résultats, approche collaborative, pratique pédagogique probante. Puis évidemment, pour y arriver, ben, ça prend une direction qui est en mesure d'exercer un leadership pédagogique. C'est-à-dire que
la direction a la volonté, donc il faut vouloir. Une direction, ce n'est pas juste de gérer, c'est la direction a la volonté et la capacité d'impliquer les gens, d'influencer les gens pour l'apprentissage des élèves. C'est ce qu'on entend en gros par leadership pédagogique. Si on va à la diapo suivante, donc, et là je ne vais pas vous défiler tout ça, ça sera trop long, mais c'est certain que ça prend une vision claire dans l'établissement, mais ce n'est pas la vision forcément de la direction. C'est une vision qui est partagée pour avoir l'adhésion. Évidemment, la vision prend racine sur les enjeux de l'école. On y arrivera, là, gestion de ces résultats, mais c'est important d'avoir une vision que les gens comprennent, mais à laquelle ils adhèrent. Ça n'exclut pas un leadership pédagogique de diriger, de gérer, de prendre des décisions. Puis, évidemment, il y a ses responsabilités, il doit les faire aussi. Parce qu'on ne peut pas juste être leader pédagogique, super prof, c'est pas ça, être un leader pédagogique. Donc, il faut gérer l'école, il faut s'assurer que c'est sécuritaire, on y arrivera. C'est aussi d'avoir un pouvoir d'influence. On ne peut pas avoir toutes les bonnes idées. Si on est devant et personne ne nous suit, les pratiques ne changeront pas. C'est d'avoir des attentes élevées. Quand on mentionnait précédemment, là, bon, je ne sais pas si ça n'a pas été dit comme ça, mais tous les enfants peuvent apprendre. Tous les enseignants peuvent s'améliorer. Certains partent de plus loin, mais il faut partir de ce postulat-là. Parce que quand on arrive dans un établissement, les équipes sont en place. Et si déjà on n'arrive pas à croire qu'on peut faire une différence, élever le niveau moyen d'expertise et d'engagement, après, bien sûr, quelqu'un ne respecte pas son horaire, n'a pas une posture professionnelle, fait des fautes, il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer, mais comme posture initiale, tous les enfants peuvent apprendre et tous les membres du personnel peuvent s'améliorer. Sinon, vous allez vous mettre à focaliser sur ce qui ne va pas et ce n'est pas comme ça que vous allez, en tout cas, de ce qu'on observe et de ce qui est attendu chez nous. Aussi, de reconnaître l'expertise. On est directeur, on est bon, ou on est directeur général adjoint, tant qu'on est meilleur, mais ce n'est pas ça. Donc, quand on est directeur d'une école, c'est de reconnaître qu'il y a des enseignantes en salle de classe qui ont de l'expertise et c'est important de la reconnaître, de les mettre en valeur. Donc, on ne veut pas une direction qui est une super vedette, on veut une direction qui met les gens en valeur. Puis, généralement, ces directions-là, c'est drôle, mais elles ont toujours finalement beaucoup de reconnaissance de leur personnel, puis c'est comme le reflet du miroir. Donc, ensuite, c'est d'instaurer, en fait, une culture de collaboration. On ne peut pas arriver à ça si on n'arrive pas à créer de la confiance, à créer de la collaboration. Les référentiels, c'est un outil, puis je vous le montrerai peut-être après ma présentation. Il y a évidemment les caractéristiques, mais ensuite, c'est subdivisé en actions clés et en éléments observables. Donc, nous, ça nous sert, lorsqu'on travaille avec les directions ou les directions, lorsqu'elles travaillent avec leur personnel, de se rappeler un peu qu'est-ce qu'on avait convenu. Si je prends un exemple, institue une culture de collaboration et de responsabilisation, le personnel participe à la prise de décision, les équipes collaboratives sont en place, puis il y a une volonté d'harmonisation des pratiques éducatives qui est clairement affirmée. Bon. Si on peut passer à l'autre diapo. Évidemment, je ne lirai pas les autres. Et chacune des actions clés dans le référentiel a une courte définition qui permet de situer un peu ce qui est attendu. Ici, j'attirerai votre attention sur les deux dernières, peut-être c'est un peu petit pour vous, mais sur les deux dernières lignes, ça mentionne chaque membre du personnel, de comprendre, est responsable de la mission, de la vision et des résultats fixés par l'équipe. Donc, c'est une responsabilité collective, ça c'est important. Les gens travaillent ensemble et se sentent responsables des résultats obtenus. Donc, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de l'enseignante seule en classe avec ses élèves, qui porte le poids de la réussite des enfants dans sa classe, mais c'est non plus la responsabilité de l'académie ou de la direction de l'établissement. C'est l'affaire de tous. Et ça, c'est important parce que ça évite de pointer du doigt ou on n'est pas là-dedans, mais pas du tout. On est à travailler ensemble pour la réussite. Si on passe à l'autre diapo. Milieu sain et sécuritaire, bien évidemment, comme direction d'établissement, il faut s'assurer de respecter les encadrements légaux, s'assurer que
que le personnel soit en mesure d'évacuer l'école rapidement, que ce soit sécuritaire, qu'il y ait un code de vie, qu'il y ait de la civilité. Donc, ça, c'est des éléments de base. Ça prend aussi un climat qui est bienveillant. Mais là, il ne faut pas tomber dans la bienveillance, là, gaga, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des règles claires, on s'assure de les respecter, mais on est bienveillant. On s'intéresse réellement à l'autre. Pas une question plaquée parce qu'il faut la plaquer parce que c'est le matin. On n'est pas obligé de toujours prendre le temps d'eux, mais il faut parfois le prendre, et lorsqu'on le prend, il faut réellement que ça nous intéresse. Sinon, on saute notre tour parce que c'est pas authentique, c'est pas vrai. Alors, et c'est des êtres humains. Alors, si on veut créer un climat de collaboration, un climat de confiance, mais comme dirigeant, il faut l'incarner, puis il faut être le modèle, puis après, ben, c'est d'en faire des petits, puis je dirais, de se comporter par l'exemple. Et c'est de ne pas détourner le regard lorsqu'il y en a qui n'ont pas des bons comportements. Lorsqu'il y a des enfants qui ne se comportent pas de façon adéquate, ben, c'est l'affaire de tous aussi. C'est pas parce que c'est les enfants de la classe de Mme Monique que je n'interviens pas. Parce que c'est une décision école. On a convenu de ce qu'on s'attendait dans notre école, des modalités. Tout le monde est responsable de veiller à leur application. Mais il faut les enseigner, ces comportements-là. Et tantôt, bon, vous avez... c'était très intéressant, mais si on n'enseigne pas ce qui est attendu, mais on fait juste dire ce qui est défendu, ben, on va continuer, hein, parce que il faut montrer qu'est-ce qui est attendu. Puis une fois qu'on l'enseigne aux enfants, ils en tirent une fierté, ils en tirent une valorisation. Puis bien sûr, il y aura toujours des élèves, mais on aura fait beaucoup de prévention, puis là, on sera un peu comme dans la pyramide de réponse à intervention, on sera au niveau 2 ou au niveau 3. Mais la majorité des enfants seront ce qui est attendu d'eux, pourquoi c'est attendu d'eux, puis ça sera appliqué et respecté. Donc, c'est assez de base, là. Je ne vous ai pas rien appris là, cet après-midi. Caractéristiques, milieu sain sécuritaire. Mais ce n'est pas simple de le faire. Et il faut que toute l'équipe se sente concernée, et y adhère et l'applique. Ensuite, si on change de diapo, approche collaborative. En fait, ça se résume à favoriser, vouloir le partage des savoirs, des expertises, pour que tout le monde ensemble trouve des solutions. Et en soi, je dirais, ça se résume à ça. Après, bien, évidemment, il faut être capable de mobiliser les gens. Comme direction d'établissement, si on ne peut pas mobiliser les gens, si on n'a pas envie de le faire ou on n'est pas à l'aise, bien, ça sera très difficile. Donc ça, il faut avoir cette volonté, cette capacité d'influencer les autres, de les mobiliser. Il faut consulter nos gens, consulter les enseignants, consulter le personnel, les parents, selon les modalités, selon dans le formel, dans l'informel, mais c'est important de consulter. Parce que si vous n'avez pas je dirais on dirait en anglais, le input, des lectures fines de comment les gens se sentent, comment les gens reçoivent ce qui a été déterminé comme prioritaire ou comment ça va au quotidien. À un moment donné, vous allez penser que ça va bien, puis il va s'inscrire une espèce de fossé. À un moment donné, vous allez être étonné que, oh, il y a de la résistance, mais il y avait des signes qui se sont manifestés au fur et à mesure. Puis, ben, en n'ayant pas pris le temps d'aller interroger, d'aller consulter, ça peut être de façon informelle, mais il y a un souci, il peut y avoir un risque. Ensuite, la collaboration, j'en ai assez parlé. Évidemment, ce qui a été privilégié chez nous, c'est les CAP. Et je sais que chez vous, vous êtes en train de les implanter. Et en fait, là, les CAP, évidemment, là, il y a beaucoup d'universitaires qui ont travaillé et il y a des protocoles et ça peut être costaud. Mais moi, je pense que ce qui est important de retenir, c'est d'asseoir les gens ensemble et de travailler sur l'apprentissage des élèves. Dans la confiance, dans l'écoute, dans le respect, et de se donner des façons de faire et des suivis réguliers pour que ce qu'on convient de façon collégiale, bien, on l'applique, on le suit, on le régule, on y revient. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir des moments de qualité. Si on se fait des rencontres, puis c'est toujours la même affaire, puis c'est toujours les mêmes qui parlent, puis il n'y a pas d'écoute, bien, c'est un peu comme à la maternelle. Ça ne fonctionnera pas. C'est de base, mais il faut en prendre conscience. Ensuite, si on change de diapo, pratique pédagogique probante. Ici, je vous amènerai là, sur deux
sur peut-être deux niveaux. En classe, en fait, ça se résume à 3 axes. La gestion de classe. On ne peut pas s'assurer des apprentissages si c'est le chaos dans la classe. Donc, il faut s'assurer d'avoir des règles claires, une bonne gestion de classe, bien connaître le curriculum, donc la gestion du curriculum et la gestion des apprentissages. Après, comment y arriver? Quand on parle de pratiques pédagogiques probantes, c'est de connaître quelles sont les approches pédagogiques basées sur la recherche, dans les méta-analyses, qui, somme toute, de manière générale, donnent de meilleurs résultats que d'autres. Ce n'est pas de dire on l'applique mur à mur en tout temps pour toujours. C'est de dire, moi, je suis un enseignant ou une enseignante, et je me dois de connaître quelles sont les approches existantes, quelles sont les forces de ces approches-là et quelles en sont les limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des projets, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la pédagogie de découverte, mais ce que ça veut dire, il faut les connaître et savoir les utiliser au bon moment en fonction des besoins des élèves. Mais ce n'est pas vrai que toutes les approches se valent, et ça, c'est documenté. Alors, une école qui est en réussite pleinement et que les enfants socialisent, se développent, bien, la pression est moins grande pour tendre vers un enseignement très explicite parce que c'est au loisir de l'enseignant, les résultats sont là, l'apprentissage est là. A contrario, une école qui est en déficit de résultats, bien, je pense que c'est important de dire, est-ce qu'on se ramène un petit peu à protéger le temps de classe, s'assurer que c'est explicite parce qu'on a des enjeux de résultats. Au niveau général, dans l'école, bien là, il y avait un paquet d'actions clés que je vais passer aujourd'hui parce que le temps file. Si on va à la prochaine diapo, qui est la dernière caractéristique, on appelle gestion, accès et résultats. Je vous dirais peut-être, c'est des données pour diriger. Je les résumerai peut-être comme ça parce que des fois, là, ce qu'on appelle la gare chez nous, gestion, accès et résultats, ça heurte un peu. Mais somme toute, c'est de mesurer une problématique. Quand on dit mesurer, ça peut être qualitatif, ça peut être quantitatif, mais c'est vraiment de circonscrire l'enjeu, la problématique, et ensuite de se fixer des objectifs, de déterminer des indicateurs, de convenir des modalités de suivi, de régulation, d'évaluer ce qu'on fait, puis de reprendre des décisions, de continuer ou pas. Ça peut paraître assez évident, mais ça ne l'est pas. Et ça peut facilement et rapidement heurter les gens. Parce que la dernière chose qu'on veut quand on utilise des données, c'est de mettre le projecteur sur une mauvaise pratique ou dans une situation, dans une salle de classe donnée, auprès d'un enseignant donné. Il n'y a rien de pire que faire ça. D'une part, c'est pas éthique, à notre avis. Puis en plus de ça, vous allez nourrir ce discours et alimenter le discours que c'est ça, on fait des résultats, puis on a de la pression pour que les élèves aient des bonnes notes, puis c'est pas ça qu'on veut. Mais par contre, on veut être capable de dire pourquoi on s'est donné cette priorité-là, c'est basé sur quoi, et ça donne énormément de crédibilité aux directions qui ont après ça à piloter ce changement-là, parce qu'on convient, basé sur des données, validées, fiables. Alors, suite à ça, c'est beaucoup plus facile de préserver la mobilisation, parce que après ça, on a beau se dire des priorités, le quotidien nous rattrape. Alors, si au moins on a fait cet exercice-là, c'est davantage gage de succès. Je vais passer plus rapidement. Si on arrive à la prochaine diapo. Alors, peut-être pour conclure, mais quand même, je veux prendre le temps de... Il y a modalité d'implantation, moi, je le divise un peu en 2 éléments. Il y a le quoi et il y a le comment. Le quoi, je dirais, ce qui justifie le besoin de changement ne vient pas valider la solution qu'on y donne. Et ça, bien, souvent, là, quand il y a des réformes ou il y a des changements, on est là, bien, il faut changer nos pratiques, il faut transformer nos pratiques. Il faut faire attention. Parce qu'il faut vraiment circonscrire la problématique et ensuite convenir, en fonction de ce qu'on a déterminé, quelle est la meilleure réponse pour solutionner ou pour améliorer certaines pratiques. Donc ça, c'est important. Il faut douter. Ce n'est pas parce qu'on convient qu'un changement, qu'il y a une problématique, que le changement qu'on n'y a pas, c'est la bonne réponse. Ça, c'est important que ça soit de concert. L'autre élément, c'est même si la réponse est la meilleure, même si c'est fort louable, bien, le changement, ce n'est pas parce que tout ça a été déjà, je dirais, isolé, ou en tout cas acquis, qu'il va y avoir une adhésion. Parce que l'humain étant l'humain,
Les gens n'ont pas toujours le même niveau de motivation, ont des réalités familiales, ont des réalités de santé, et ainsi de suite. Donc, ça demeure complexe. Alors, c'est pour ça qu'il faut arriver à avoir des directions d'école qui aient cette capacité et là, je suis dans le comment, cette capacité à saisir, je dirais, la complexité du changement, eu égard au contexte dans lequel il œuvre. Les gens en place, les commandes qui vont arriver, parce qu'il y en a toujours, les distractions qu'il pourra avoir, être en mesure de bien lire son milieu et de bien comprendre et de bien saisir le changement. C'est fondamental. Pour avoir des stratégies, puis le terme stratégique, là, pour avoir un plan de match, si vous voulez, un plan d'action, qui soit le plus fin possible, pour pas se lancer dans l'utopie, puis on se dit, bien, ça prendrait tant de libération, mais on ne les a pas. Donc, il faut prendre en considération ces variables-là. Maintenant, la direction d'école, et nous, ce qu'on fait, du moins pour déployer les référentiels, c'est qu'on mise beaucoup, un peu, pas beaucoup, un peu et beaucoup, sur l'approche hybride. C'est-à-dire, on convient ensemble de ce qui est attendu, mais en même temps, on donne la manœuvre aux directions pour pouvoir les réaliser. C'est ce qu'on appelle un peu l'approche hybride, donc ascendante, descendante, top-down, bottom-up, parce que on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un contre son gré, même si c'est la vertu. En même temps, on ne peut pas laisser tout le monde sur l'intuition de dire « Ah, c'est le fun, puis c'est bon ». Il faut trouver ce juste équilibre-là. C'est pas simple. Et pour y arriver, c'est aussi, au niveau de la direction, c'est d'exercer son pouvoir formel et informel. Bon, chez nous, il y a un pouvoir formel qui est donné aux directions d'établissement. Ici, c'est peut-être différent, mais chez nous, même s'il y a un pouvoir formel, ce n'est pas parce que vous exigez que ça va se produire. Donc, le formel peut être important, mais l'informel est beaucoup plus important. Et c'est ce qu'on fait appel à la mobilisation. Rapidement, la dotation-probation, il faut savoir qu'on choisit nos directions. Alors, c'est sûr que quand on choisit nos directions, on les choisit en ayant en tête les caractéristiques de ce qui est attendu, ces 5 caractéristiques, la Marguerite Bourgeois. Alors, c'est pas parfait, mais évidemment, c'est plus facile d'être cohérent et d'avoir des gens qui s'inscrivent dans cette lignée-là si on les a choisis et on les accompagne. On a mis en place des COP, des directions d'école, et les thèmes, c'est les 5 caractéristiques. Donc, les directions choisissent une des 5 caractéristiques en fonction de ce qu'elles désirent travailler, en fonction de leur force, de leur intérêt. C'est un libre choix, mais on continue à essayer de favoriser les échanges, le partage à travers ce levier-là. On les soutient, on les accompagne, on les supervise aussi. Moi, je me rends 3 fois par année dans les écoles dont j'ai la responsabilité. Je m'assois avec la direction, on regarde le projet éducatif, comment ça va, beaucoup d'écoute. Comment je peux te soutenir par rapport, on s'était dit, par rapport à tel programme d'études, il y avait un déficit de réussite, on en est où? Donc, des suivis, une discussion qui n'est pas menaçante, une discussion en toute transparence. Les résultats, bien, si je parle du Québec en général, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand on regarde les études internationales comme PISA, PEARLS, les élèves québécois à ces examens-là performent toujours nettement au-dessus de la moyenne. Alors, c'est un indicateur de choix parce que, et en plus de ça, pas parce que, mais en plus de ça, on est un système inclusif. Donc, les gens ont accès à l'école, les gens ont accès au cégep, à l'université, et de voir ces résultats-là en composant avec l'ensemble de nos élèves de différents parcours, bien, je pense qu'à quelque part, on a fait énormément de progrès au Québec au niveau de la réussite des élèves suivi des résultats. Et par rapport à Marguerite Bourgeois, je disais, le premier ministre et le ministre de l'Éducation, le ministre Roberge, a mentionné 90 pour 2030. Bien, nous, on est actuellement à 88 pour la diplomation au moins de 20 ans. Donc, j'ose espérer qu'on va atteindre le 90 avant 2030 et c'est notre souhait. Finalement, un des enjeux pour appliquer ça, réussir, c'est la stabilité. On est actuellement, nous, au Québec, dans tous les corps d'emploi, vraiment affectés par une pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas une rareté, c'est une pénurie de main-d'œuvre. Que ce soit au niveau d'éducation, mais au niveau industriel, commercial, dans le réseau de la santé. Et donc, ça amène une instabilité dans les équipes. Alors,
s'il y a cette instabilité-là, puis en plus, nous, comme dirigeants, on ne vient pas stabiliser nos attentes et ce qui est attendu, ben, c'est le chaos. C'est impossible d'y arriver là, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Et là, on demande aux enseignantes, suivez-nous, puis les autres ils vont se dire, ben oui, on va vous suivre, puis dans 5 minutes, ça va changer. Alors, il faut prendre conscience que la stabilité des priorités, ben, c'est gage de succès. Et on ne peut pas toujours basculer les gens puis les barouetter d'un côté comme de l'autre si on veut aller au fond des choses puis appliquer ce qu'on croit qui est payant, basé sur la recherche. Alors, moi, c'était ce que j'avais envie de vous partager cet après-midi. Puis, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Onge, pour cette présentation vraiment intéressante là, qui exprime bien les enjeux fondamentaux qui assurent une gestion efficace de la direction d'école via ces caractéristiques que vous avez décrites là, comme étant essentielles. Donc, si vous le permettez, j'aimerais maintenant permettre à nos experts de réagir sur votre présentation en leur posant les questions suivantes. Quelle différence fondamentale existe-t-il entre le Québec et la France au sujet de la direction d'école? Quelle évolution récente peut-on observer en France allant dans le sens d'un rapprochement avec le modèle québécois qui est présenté par M. Saint-Onge? Est-ce qu'il reste des points encore non réglés quant à ces évolutions? Donc, pour cette brève discussion de retour là, sur la présentation de M. Saint-Onge, je vais laisser la parole en premier lieu aux expertes de la France. Donc, Madame Anne Simzak, qui est inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, responsable du pôle de coordination des missions IGSR, pilote de la mission enseignement primaire. Donc, je vous cède la parole en premier lieu. C'est un peu déroutant, là, la présence et le mode virtuel, mais on va s'y habituer. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je regarde vers l'objectif pour effectivement qu'on essaie de croiser nos regards. C'est très intéressant cette présentation que nous venons d'avoir, qui pourrait peut-être ressembler presque à un monde idéal vers lequel on essaie de tendre actuellement en France, avec effectivement des évolutions récentes. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'en France, une école maternelle, primaire ou élémentaire n'est pas, à l'inverse des collèges ou des lycées que nous avons chez nous, un établissement public local d'enseignement. Donc, ça n'est pas un établissement autonome qui a un budget propre et donc le directeur n'est pas un chef d'établissement. L'école est un service de la municipalité, est un service de la mairie et donc a un fonctionnement tout autre. Alors, nous venons de progresser puisqu'une loi a été promulguée qui reconnaît cet emploi de directeur d'école, qui donne au directeur une autorité non pas hiérarchique sur ses pairs qui sont enseignants dans l'école, mais une autorité fonctionnelle et qui va pouvoir le conforter dans ce rôle de pilote pédagogique. Donc c'est une évolution forte chez nous, mais qui est très crainte en fait, et crainte aussi ce pilotage par les résultats, puisqu'en parallèle, nous progressons aussi avec le travail sur des évaluations nationales des élèves, mais il n'est pas encore envisageable de dire à un directeur d'école qu'il doit atteindre tel ou tel taux de résultats dans son école. Et ça n'est pas envisageable non plus au niveau d'un territoire pour lequel on pourrait donner des objectifs chiffrés. Donc, on est
pas tout à fait dans cette même culture formelle, je vais dire, mais de manière plus qualitative, on avance quand même sur la définition des objectifs tels qu'ils ont pu être dits, et on est aussi dans un travail d'accompagnement des directeurs. Cette loi, d'ailleurs, conforte une obligation de formation des directeurs et d'accompagnement des directeurs, comme vous avez dit qu'il était absolument nécessaire justement de les rassurer d'une certaine manière. Et chez nous, les directeurs sont très fortement accompagnés par les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont pilotes de leur territoire, qu'on appelle la circonscription. Et là, bien avant la loi, depuis toujours, les inspecteurs accompagnent leurs directeurs, tout en leur donnant aussi une certaine autonomie, des espaces de liberté, des espaces de réflexion collective. Et là, sur ce point, nous sommes aussi en mutation pour essayer de les responsabiliser fortement. L'autre grande différence, et après je laisse la parole à Paola, l'autre grande différence, c'est que nos directeurs ne sont pas tous, loin de là, totalement déchargés de classe. Alors certains trouvent qu'il y a légitimité à garder ce face-à-face pédagogique pour piloter justement une école et pour exercer ce leadership pédagogique, et d'autres pourraient avoir soif justement d'un autre format de direction d'école. Pour l'instant, nous sommes sur une augmentation, une modification dans le sens d'une décharge qui arrive plus vite en fonction du nombre de classes des directeurs, mais un directeur totalement déchargé est un directeur qui a une grosse école d'au moins 13 classes. Donc on voit bien là qu'on est sur des formats de fonctionnement tout à fait différents. Là, ça fonctionne, oui. Alors moi, je vais prendre la parole aussi pour continuer sur cette différence entre la France et le Québec. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois au Québec, de pouvoir observer différentes directions d'école. Et c'est vrai que même si des progrès sont faits dans les décharges, le fait que certains directeurs sont aussi en charge de classe, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre au quotidien dans la gestion de l'école. L'autre point, c'est que les charges administratives des directeurs d'école en France sont entièrement justement à charge des directeurs et qu'il n'y a pas d'aide à la direction actuellement. Et ces temps administratifs sont très chronophages pour les collègues et pour moi-même. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui pose problème. L'autre point, c'est aussi la gestion des charges quotidiennes. Paul, tout à l'heure, disait que j'étais assez sollicitée pour avoir observé hier matin. C'est vrai que les ouvertures de portes, la réponse au téléphone, le fait d'appeler un parent parce qu'un élève est malade, le fait d'accompagner un élève dans une classe parce qu'il arrive de chez l'orthophoniste, parce qu'il arrive en retard, etc. Tout ça, ce sont des temps, ça prend beaucoup de temps et ça laisse du coup moins de temps pour le pilotage pédagogique de l'école. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Je ne sais pas si on m'entend. Oui, vous m'entendez bien? Okay. Je crois qu'il y a un problème de caméra, à moins qu'on me dise que ça soit réglé. Mais si vous m'entendez, je vais quand même poursuivre. Donc, je vous remercie. Je vous remercie, Madame Zakrevski. Donc, simplement étant donné que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter, vous avez été enseignante dans des écoles rurales et ensuite maître formateur. Donc, vous êtes maintenant directrice depuis 12 ans de l'école primaire d'application du centre, école d'immersion anglaise, école franco-québécoise. Donc, vous avez eu la chance d'effectuer un premier voyage d'études au Québec en 2018. Et cette expérience vous a permis de faire évoluer votre pratique de directrice et de faire évoluer votre pilotage. Donc, merci beaucoup de votre commentaire. Et j'aimerais savoir si, du côté des experts québécois,
on souhaiterait rebondir sur ce qui a été dit, s'il le souhaite. Sinon, nous allons passer à l'autre, à la première question de notre table. Je vois que Fabienne a ouvert Oui. sa caméra. Est-ce que Fabienne Oui. souhaite intervenir? Parfait. Oui, bonjour, bonjour à tous les cotérésiens et cotérésiennes et qui nous accueillent à distance, et merci aux organisateurs de ce congrès de nous laisser la chance de nous exprimer, et bien sûr à nos deux paliers de gouvernement, québécois et français. Oui, je veux réagir parce qu'effectivement, quand j'entends Paola qui dit qu'elle ouvre la porte, qu'elle appelle les enfants dont les parents, les enfants malades, qu'elle appelle les parents, toutes ces tâches-là chez nous sont bien sûr confiées à des secrétaires. Alors c'est certain que je peux comprendre qu'effectivement ça doit être très difficile de se dégager du temps autre si on a déjà dans cette part de sa fonction cette partie-là. Donc et en plus, quand on est aussi en charge d'enseignement, c'est certain, quand je vais répondre à la question suivante, bien évidemment, la réalité que je vis dans mon établissement à Montréal de plus de 400 élèves est complètement différente. Donc, je souligne ce travail-là et je suis très admirative des personnes qui doivent aussi pallier à ces charges-là. Donc, c'était un petit coucou. Puis, je me suis permise dans le clavardage de mettre beaucoup de liens, notamment le référentiel du centre de service scolaire de Marguerite Bourgeois, des documents sur le site web de Michael Follen dont il a été fait référence, pour un petit peu outiller nos collègues qui peut-être connaissent pas nécessairement nos ouvrages et nos références. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je crois qu'on pourrait commencer officiellement notre table ronde avec la première question que je souhaiterais vous poser. Donc, quelles sont les retombées d'une gestion efficace des directions d'école auprès des élèves et du personnel dans les établissements scolaires? Donc, tout d'abord, la parole du côté du Québec avec Madame Fabienne Grelier-Cauchy qui vient de vous parler, mais je vais quand même prendre quelques minutes, là, ou en fait 1 minute ou 2 pour vous présenter brièvement. Donc, vous êtes directrice d'une école primaire à Montréal et membre du comité de développement professionnel de l'Association montréalaise des directions d'établissement. Vous avez été enseignante en enseignement du français langue seconde pour les élèves allophones nouvellement arrivés au Québec et conseillère pédagogique en soutien à l'apprentissage du français auprès des établissements scolaires primaires du Centre de service scolaire de Montréal. Donc, je vous laisserai la parole en premier lieu. Donc, merci beaucoup, Madame Davoine. Donc, effectivement, moi, j'appartiens pas au même centre de service scolaire que Monsieur Saint-Onge, qui a beaucoup parlé, puis qui a presque répondu à différentes parties de ma question. Mais quand on parle d'efficacité, donc nous, c'est certain qu'on est libéré, hein, les directions d'école, des écoles primaires. Donc, on a à la charge la gestion des personnes, la gestion de la pédagogie, la gestion des ressources financières et la gestion des ressources matérielles. Donc, cette efficacité, on la voit comme s'assurer qu'il y ait une cohérence et une cohésion de toutes nos actions que nous posons au quotidien dans ces domaines de gestion et bien évidemment la réussite des élèves. Ça, c'est le cœur de notre action. Nous voulons que nos élèves réussissent. On l'a dit, Monsieur Saint-Onge l'a nommé, tous les élèves doivent être capables d'atteindre un seuil minimal de réussite et même plus si c'est possible. Donc, c'est notre objectif, je pense, national québécois. Donc, le chef d'établissement doit s'assurer de cet arrimage. Alors, si je donne un exemple concret, là, c'est certain qu'on s'assure que les enseignants et les élèves aient bien le mobilier au niveau financier, mais aussi qu'ils aient tous les ouvrages didactiques et qu'ils fassent les recherches pour améliorer les apprentissages de leurs élèves. Donc, on offre aussi du développement professionnel. Moi, c'est le cœur de mon action. Monsieur Saint-Onge l'a bien nommé aussi, c'est être capable de maximiser avec les forces de chacun. On a tous des forces, de capitaliser les forces
de notre personnel. Et aussi, comme John Hattie le dit dans sa méta-analyse, c'est de mettre en place un climat sain et sécuritaire, un climat de confiance, de bienveillance. On le sait, hein, c'est la plus grande influence que les directeurs d'établissements scolaires peuvent avoir au sein de la réussite des élèves. Donc nous mettons tous nos efforts à ce niveau-là et on s'assure aussi que on fait de la veille pédagogique pour mettre notre personnel au courant de certaines pratiques probantes qui des fois tardent à arriver dans les milieux. Moi, j'aime beaucoup de ce que dit Philippe Mérieux, mais aussi ça a été dit dans les travaux de Perrenou, puis aussi de Tardif, c'est-à-dire que la posture du chef d'établissement, la posture la plus efficace, c'est d'être celle aussi du pédagogue-chercheur, donc qui est un bâtisseur de possibles. Donc, avec les ressources que nous avons, on essaye de bâtir tous les possibles qui vont permettre à nos élèves de réussir et de jouer ce rôle clé, hein, ça a été nommé de justice sociale, c'est-à-dire de donner les chances de réussir à un plus grand nombre possible d'élèves. Voilà, moi, en quelques mots, ce que je considère comme efficace. Puis c'est aussi de se ressourcer tous ensemble pour développer notre sentiment d'efficacité collective, parce que je ne crois pas qu'une direction d'école peut agir seule. Elle doit agir avec son équipe enseignante, mais aussi les autres personnes. Nous avons la chance aussi d'avoir des psychoéducateurs, des orthophonistes avec qui nous travaillons au Québec, et aussi avec les parents. Donc voilà, on capitalise sur toutes nos ressources collectives pour mettre en place une réussite scolaire pour tous nos élèves qui nous sont confiés et qu'on veut amener à cette réussite sociale. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu. Oui, certainement. Merci beaucoup, Madame Cauchy. Donc maintenant, je passerai la parole à Carl Ouellette, qui est président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Donc, vous êtes enseignant en adaptation scolaire de formation et avez été enseignant et directeur d'établissement au primaire et au secondaire dans différentes régions du Québec. Vous êtes président de l'Association québécoise des directions d'école depuis 2019 et représentez près de 700 directions et directions adjointes. Donc, la parole est à vous, M. Ouellet. Merci beaucoup, Mme Davoine. Tout d'abord, merci aux organisateurs de cet événement de m'avoir invité, particulièrement M. Laurent Pinel. Et je salue au passage notre collaborateur de longue date, M. Lionel Torbeux. Alors, comme M. Saint-Onge l'a mentionné dans sa présentation, il faut noter qu'en février 2020, la loi sur l'instruction publique a été modifiée au Québec et les changements sont importants. Les conseils des commissaires ont fait place au conseil d'administration. Par le fait même, les commissions scolaires francophones sont devenues des centres de services scolaires. Par ces changements, le gouvernement a insisté sur l'application du principe de subsidiarité de ces écoles en visant l'autonomie de celles-ci. Le rôle du chef d'établissement est de s'assurer de la qualité des services éducatifs dispensés à l'école. Celui-ci assure la direction pédagogique et administrative de l'école et s'assure également de l'application des décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions légales qui régissent l'école. La volonté du ministère de l'Éducation était de décentraliser pour que les décisions se prennent le plus près possible de l'élève et des milieux. C'est un changement de posture important, malgré que plusieurs commissions scolaires avaient déjà adopté cette approche. Concrètement, cela veut dire que le chef d'établissement doit être un leader dans son milieu et collaborer avec son personnel et les impliquer dans les décisions qui visent la réussite des élèves. Cela veut aussi dire d'associer les parents à cette réussite. Mme Grolier-Gauchy l'a mentionné tout à l'heure, les retombées directes des décisions prises en collaboration font en sorte que le personnel, les élèves, les parents se sentent impliqués dans les décisions et que tous sentent faire partie de la solution. Par le fait même, le climat organisationnel de l'école change car les membres du personnel travaillent tous dans le même sens pour la réussite de leurs élèves. Finalement, en bout de ligne, les personnels, les élèves, les parents sont plus heureux et l'impact positif se fait sentir directement sur la réussite des élèves. Merci. Merci, Carl. Donc, on vous entendait bien, même si votre
votre caméra était gelée, donc je pense qu'il y a un petit souci technique de ce côté, mais au moins on ne perd pas le fil de la parole. Donc, au niveau de la France, est-ce qu'il y aurait des commentaires par rapport à cette première question? Donc, je vous laisse la parole du côté français. Alors, pour moi, je pense qu'on rejoint quand même beaucoup les idées du côté du Québec, puisque je pense que la priorité d'une école efficace, c'est vraiment de favoriser la réussite de tous les élèves. Ça, c'est vraiment la priorité. Et pour ça, je pense que le rôle de la direction, elle est aussi de mettre en place des éléments qui permettent cette réussite, mais en lien forcément avec toute l'équipe de l'école, et donc de favoriser par rapport à cette équipe un climat de travail serein et de confiance. Et pour ça, c'est sans doute travailler, comme on a pu le faire à mon retour du Québec, travailler sur les valeurs que l'on veut donner à notre école et se donner confiance pour pouvoir ensuite travailler ensemble de manière sereine. Et c'est ce travail serein qui permet, je pense, aux collègues de se sentir mieux à l'école, mais aussi de progresser et de monter en compétence sur certains domaines. Voilà. Et je pense que c'est ces éléments-là qui permettent d'avoir une école efficace. Voilà. Juste une petite précision, je pense que la réussite des élèves, elle passe aussi par une réponse rapide aux besoins des élèves dans la mise en place des projets, dans la mise en place d'accompagnement. Et là, comme on le disait tout à l'heure, les écoles en France ne sont pas des établissements. Et donc, le manque d'autonomie financière peut quelquefois freiner des réponses rapides à des besoins d'élèves, en fait, et à des besoins au niveau des projets. Oui, le directeur d'école est un vrai chef d'orchestre finalement qui doit animer l'ensemble des membres de l'orchestre, et donc ça n'est pas forcément évident dans une France où la politique d'éducation est très centralisée. Donc le défi est déjà que le sens de la politique qui est donnée, le sens des réformes qui sont mises en œuvre doit arriver jusqu'au cœur de l'école et doit être compris par tous. Et ça n'est pas évident, et le directeur est un des médiateurs de ce sens des réformes, particulièrement centralisées en France, et ça n'est pas forcément facile pour lui de faire cette transmission. Mais il doit finalement peut-être travailler par l'exemple, d'une part, et ça, finalement, le fait que certains ne soient pas déchargés peut être un atout dans certaines équipes. Et peut-être que la mise en place de l'évaluation des écoles, qui commence juste maintenant, pour l'instant à titre d'expérimentation dans certains territoires et chez certaines équipes volontaires, va aider le directeur à travailler avec son équipe à l'analyse des réussites, l'analyse des qualités, parce qu'évaluer avant tout, c'est donner de la valeur, hein, et donc reconnaître cette valeur, l'analyse des forces de l'équipe et de l'école, et puis en même temps l'analyse de ses points faibles, des points de vigilance et des axes de progrès. Et donc finalement, le directeur efficace saura sans doute emmener son équipe dans cette évaluation d'école, complètement nouvelle dans la logique française. Tout à l'heure, monsieur le recteur a dit que l'inspection générale était un organe de contrôle. Oui, c'est vrai, l'inspection générale est un organe de contrôle de conformité à la norme, comme le sont aussi les inspecteurs dans les territoires. Mais il ne faudrait pas que notre pays peine à évoluer sous prétexte que le contrôle est présent d'une certaine manière. Les inspecteurs sont avant tout des personnes qui accompagnent, et les directeurs sont des relais de cet accompagnement au sein de leur équipe. Donc je pense qu'il faut effectivement travailler en France à cette approche extrêmement positive pour donner confiance aux équipes, comme le disait Paola. Et là, le directeur est un relais du quotidien absolument essentiel. Merci. Donc, est-ce qu'on a on a peut-être quelques minutes pour une petite réaction du côté
québécois ou si on souhaite ajouter quelque chose. Sinon, nous allons passer à la deuxième question. Donc, je ne vois pas de signe de main levée. Donc, on passerait tout de suite à la deuxième question, qui est la suivante. Comment le Québec distingue-t-il le leadership pédagogique des fonctions administratives qu'une école doit exercer? Donc, pour y répondre, la première intervenante sera Madame Natacha Bachère, qui est directrice d'une école primaire à Montréal et membre du Conseil supérieur de l'éducation au Québec. Donc, vous avez été enseignante en adaptation scolaire et personne ressource dans des établissements scolaires de divers milieux socio-économiques et ethnoculturels. Donc, je vous passerai la parole à ce stade-ci, directement en France. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne vous ferai pas, dans le fond, la question, c'est de savoir comment on sépare le leadership pédagogique des fonctions administratives. Donc, le leadership pédagogique, pour nous, c'est vraiment un leadership axé sur les apprentissages, comme vous l'avez vu. Et on a quand même comme direction un devoir de contrôler aussi, un peu comme les inspecteurs peut-être, mais le leadership pédagogique ne se vit pas à ce moment-là. Donc, quand on va dans les classes visiter pour voir le rendement des enseignants, c'est pas à ce moment-là qu'on parle de leadership pédagogique. C'est vraiment quand on s'assoit avec les équipes pédagogiques, nos équipes d'enseignants, puis qu'on regarde ensemble les besoins des élèves, on les discute ensemble, puis ici, je pense que vous avez la liberté professionnelle, la liberté pédagogique. Nous, on a l'autonomie professionnelle. Alors, dans ces rencontres-là, les enseignants doivent choisir par eux-mêmes leur pratique pédagogique. Donc, comme leader pédagogique, la direction, on doit connaître les pratiques probantes, mais essayer de les influencer, d'influencer notre équipe, de les mobiliser autour de ces pratiques-là, en adéquation toujours avec les besoins qui auront été ciblés pour nos élèves. Alors, c'est vraiment là que le leadership pédagogique ou axé sur les apprentissages se vit. Maintenant, les fonctions administratives que nous avons en grande quantité au Québec, ces fonctions-là se vivent un peu seules, tandis que le leadership pédagogique va être vraiment, on va toucher les individus, on va travailler avec eux, on va s'inter-influencer, mais tout ce qui est administratif peut se vivre facilement dans le bureau. Nous avons des équipes de soutien administratif, justement, donc des secrétaires, différents agents de bureau avec qui nous pouvons travailler pour nous aider. Puis, comme disait Monsieur Saint-Onge tantôt, dans le fond, les fonctions administratives sont quand même très importantes parce qu'elles vont nous permettre d'exercer notre leadership pédagogique. Donc, la gestion des ressources humaines, financières, le personnel, on va le réfléchir en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Donc, il y a des choix à faire parce qu'on a des budgets, mais contrairement à vous, mais ils sont quand même limités. Donc, il faut faire des choix. Il faut faire des choix réfléchis. Et nos choix réfléchis, il faut les appuyer sur, idéalement, les écrits scientifiques. Et aussi, quand on parlait de gestion axée sur les résultats, c'est aussi une façon pour nous de mesurer les progrès. Donc, ça ne sera pas seulement en fin de parcours qu'on va évaluer. Puis, je vous entendais dire, vous avez ajouté une évaluation nationale pour vous aider en fin de dans les transitions, dans le fond, pour que les enseignants puissent connaître le bagage maîtrisé de vos élèves. Nous, on a une approche aussi pédagogique qui, c'est pas comme ça, mais ce sont des dépistages ou des portraits qu'on va faire à partir en début d'année avec nos jeunes, avec nos élèves, pour vérifier quel est leur bagage et est-ce qu'ils ont une maîtrise des préalables pour apprendre les notions, les savoirs fondamentaux qui sont prescrits pour ce niveau-là d'âge. Alors, c'est ça, j'essaie de faire vite, là, mais dans un rôle de direction qui est un leader pédagogique, on va s'asseoir en rencontre, plusieurs rencontres de niveau avec nos enseignants, puis on va se donner, ces rencontres-là doivent être efficaces, le terme efficace revient là, et on va se donner chaque rencontre, on va devoir se donner des objectifs avec des actions appliquées
pour qu'à la prochaine rencontre, on va revenir sur ces actions-là puis se dire, est-ce que ces actions-là ont donné les impacts souhaités? Donc, les impacts souhaités sont habituellement des apprentissages que nous avons ciblés comme prioritaires à maîtriser par nos élèves. Et durant la rencontre, les enseignants vont parler à tour de rôle. Ah, ben moi, j'ai 13 élèves qui ont réussi, 5 qui sont pas en maîtrise, etc. Et la direction va, dans le fond, va tenter là d'influencer les enseignants à adopter de meilleures pratiques pour augmenter le taux de rendement des élèves. Alors, il y a tout un travail, c'est ça, d'influence, mais on va apprendre avec les enseignants parce que les enseignants demeurent nos experts pédagogiques. Alors voilà, j'espère que j'ai été claire, je ne sais pas. Mais, oui, tout à c'est fait. Un peu le leadership pédagogique qu'on vit au Québec. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Bachère. Donc, je laisserai maintenant la parole à Madame Grolier-Cauchy pour compléter sur cette question. Est-ce que vous m'entendez? Oui? C'est bon. Bon, Natacha a parlé de beaucoup d'éléments, puis moi j'ai la chance ici, Natacha, de voir aussi les commentaires dans le clavardage, ce qui est très très aidant pour voir nos collègues français un petit peu comment ils voient l'écart. Pour répondre à des questions que j'ai vues dans le clavardage, effectivement, nous, on est chanceux, on gère notre budget. Donc, en gérant notre budget, c'est plus facile d'être cohérent dans la mise en place de ressources pour notre personnel et nos élèves et justement d'exercer notre leadership pédagogique dans le sens où quand on se rend compte qu'il y a des besoins de développement professionnel, on peut faire venir, moi je vous donne mon exemple, dans mon projet d'établissement, on a décidé de travailler ensemble l'écriture, donc on s'est approprié tous ensemble en équipe et moi j'exerce mon leadership pédagogique en participant avec mes enseignants à des formations. Donc j'ai eu la chance avec les budgets qui m'étaient alloués de faire venir des experts dans le domaine de l'enseignement d'écriture, comme une expert qui est Martine Arpin, je pourrais mettre les coordonnées dans le clavardage. Donc là je l'ai fait venir, j'ai fait venir Yves Nadon, puis j'ai pu libérer des enseignants pour aller assister à un congrès. Donc, c'est certain que moi, je l'exerce beaucoup via le développement professionnel de mon équipe pour assurer une intelligence collective, c'est-à-dire que tous ensemble, on met le doigt, comme a mentionné Natacha et M. Saint-Onge, sur des fois des résultats de nos élèves qu'on trouve qui ne sont pas à la hauteur de leur plein potentiel. Donc, on décide de mettre l'accent sur le développement de la compétence à écrire chez nos élèves. Donc, on s'assoit, on écrit un projet d'établissement qui se base sur les résultats de nos élèves au bilan, au bulletin, à des examens ministériels et on décide ensemble pour 5 ans de travailler l'écriture, ce qui est notre cas. Donc, c'est concrètement la manière, moi, dont j'exerce ce leadership-là, que je distingue pas vraiment de la fonction administrative. Parce que effectivement, des fois, les contraintes organisationnelles ou le manque de financement freinent la mise en place de pratiques probantes. Donc là, il faut se baser sur l'intelligence collective de nos équipes et trouver des moyens de contourner un peu la lourdeur administrative de certaines tâches qui ne sont pas toujours essentielles à notre travail, à la réussite des élèves, mais qui sont là parce que au Québec, on a des budgets, mais on a des redditions de comptes à faire aussi. Donc, on s'appuie un peu sur l'intelligence numérique pour faciliter notre travail administratif, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre de ce côté-là. Puis au niveau pédagogique, oui, on a des communautés d'apprentissage. Moi, j'aime bien aussi marcher mon école, comme on dit au Québec, puis peut-être une expression que vous allez aimer, là, puis m'assurer que les bottines suivent bien les babines, hein, pour être sûr que tout se passe ici pour la réussite des élèves. Donc, c'est-à-dire quand on libère des enseignants pour de la formation, on s'assure que tout le monde s'approprie cette formation. Effectivement, il y a des modèles de réponse à l'intervention. On regarde les difficultés de nos élèves et on s'assure de cibler des interventions en particulier. On essaye d'être efficient, comme nous le dit Michael Fallon. On ne perd pas trop de temps non plus dans des rencontres qui ne sont pas ciblées sur des actions concrètes. Donc, essentiellement, moi, je profite aussi de toutes les occasions qui me sont données pour parler pédagogie avec mes enseignants. Quand je mange avec eux, on a des échanges. Des fois, ils m'amènent certains éléments auxquels j'avais pas réfléchi. Et j'essaye toujours de miser sur leurs forces plutôt que sur leurs défis, parce qu'on a tous des défis.
et on développe ensemble cette espèce de sentiment d'efficacité collective qu'on est là tous pour le bien-être et la réussite de nos élèves. Donc peut-être que je suis pas assez pragmatique, je vous inviterai à venir au Québec pour voir un petit peu comment ça se passe, mais c'est ce que j'aurais à vous dire sur le sujet. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Merci. Merci pour cette intervention. Effectivement, c'était pertinent. Puis travailler sur nos forces, c'est toujours plus gagnant que sur nos défis ou nos lacunes, effectivement. Donc, merci pour ces interventions pertinentes à vous deux. Pour la partie québécoise, j'aimerais savoir si en 3-4 minutes maximum, là, il y aurait des réactions du côté français. Donc, est-ce qu'il y a des comparaisons à faire avec le pilotage pédagogique français? Madame Semzak, je vous passerai peut-être la parole en premier. Oui, merci Caroline. Vous aurez compris que le directeur fait un peu tout en France, donc ses tâches administratives, elles sont assez nombreuses. Il les conduit beaucoup en relation avec la collectivité territoriale, la municipalité. Il trouve aussi un appui pour certains sujets auprès de son équipe de circonscription. Mais il y a une grande différence, c'est que la question pédagogique est traitée en France par la présence de l'inspecteur dans les classes et par un modèle d'inspection individuelle de professeurs. Et donc, finalement, le directeur, il n'a pas vraiment vocation à aller observer la façon dont travaille un enseignant et à s'appuyer sur cette observation pour discuter pédagogie avec l'enseignant. Donc ça, c'est une différence historique fondamentale. Certains nous envient cette inspection individuelle et parfois en France, elle est questionnée, mais on ne cherche pas à l'abandonner. C'est aussi une source d'information qui permet aussi ensuite de travailler ensemble, mais de travailler ensemble sur les questions de formation en sortant du niveau de l'école. Ce qui fait que les décisions de formation offertes à telle ou telle équipe et des contenus de formation sont là encore plutôt centralisés. Et l'offre n'est pas complètement adaptée à la demande. À ceci près que nous avons mis en place de nouveaux modèles de formation. Alors, les contenus mathématiques et français sont très clairs et très ciblés, mais des modèles de formation qui s'appuient sur quelque chose comme les lesson studies et donc des observations croisées. Et là, on a une piste pour que le directeur, même s'il est déchargé, puisse participer à ce qu'on appelle les constellations, que j'ai cité tout à l'heure, et puisse travailler justement avec son équipe école ou une partie de son équipe école engagée sur ce temps de formation. Donc, on sent bien qu'on est en phase d'évolution pour que finalement, on professionnalise un petit peu, qu'on reconnaisse l'importance de ce travail en équipe pédagogique autour des questions de pilotage pédagogique. Et puis, on avance. J'ai cité l'évaluation des écoles, cette évolution de la place des directeurs d'école. Là, on va mettre en place un nouveau plan sur l'enseignement de sciences et technologies. On est obligé, on va être obligé de s'appuyer beaucoup plus fortement sur justement l'initiative des directeurs et renforcer leur leadership pédagogique pour qu'en équipe, des décisions émanent finalement d'un diagnostic de besoin et d'un souhait d'accompagnement, de formation. Et là encore, ce sont les équipes de circonscription et des acteurs complémentaires qui pourront apporter les réponses aux écoles. Donc, le modèle est différent, mais les choses ont tendance à évoluer dans le bon sens. Enfin, c'est mon approche personnelle en France. Paola, est-ce que Oui, je dis des bêtises ou pas? Non, pas du tout. Non, moi, je vais juste illustrer avec la façon de fonctionner à l'école. Avec bon, pour le côté administratif, bien entendu, ça n'est que moi et que les collègues directeurs qui gèrent ce côté administratif, qui est aussi qui a ce volet secrétariat dont on pourrait bien se passer, clairement, voilà, et qui nous ferait gagner du temps. Après, le travail en équipe, j'utilise ce qu'on appelle les 108 heures en France, donc ce temps de travail hors présence élève, et on a la possibilité depuis, je crois que c'est la rentrée 2020,
2020, d'utiliser ces solitaires au niveau des directions d'école. Alors, cette utilisation est limitée puisque si l'école est en constellation français ou en constellation maths, forcément, le temps est pris pour une grosse partie. En revanche, quand on ne l'est pas, comme pour moi, et qu'avec le travail avec la circonscription, on peut se permettre de travailler différemment au niveau de l'école. Donc, j'ai mis en place beaucoup de travail collaboratif avec mes collègues sur le parcours de l'élève, sur les projets, mais aussi sur la mise en place de communautés d'apprentissage professionnel. Et c'est là qu'intervient tout l'apport théorique et les compléments à apporter à mes collègues. Alors, moi, personnellement, parce que je suis aussi formatrice, mais pour d'autres ou pour des domaines que je ne connaîtrais pas, prendre appui sur les conseillères pédagogiques de circonscription, sur des formateurs que je peux connaître. Pour les autres collègues, ça peut être l'appui vraiment sur les conseillères pédagogiques qui peuvent intervenir dans les écoles et travailler aussi avec les collègues. Donc ça, c'est ce point important de travail sur le leadership pédagogique, à mon sens. Voilà. Merci. Donc, est-ce que il y a un expert québécois qui souhaiterait ajouter quelque chose ou réagir? Non, je ne vois pas. Oui, allez-y, Fabienne. Moi, je vois beaucoup de choses dans le clavardage. Alors, je ne sais pas si les panélistes en présentiel ont accès à certains commentaires. On demandait comment se passent les formations des collègues québécois. Donc, j'imagine qu'on fait référence aux formations qu'on suit ensemble avec les équipes enseignantes. Tout récemment, là, on a un nouveau référentiel pour les enseignants, et dans ce référentiel-là, les enseignants doivent suivre un 32 heures de formation sur 2 ans. Donc, c'est sûr que les formations, ils ont la possibilité de les faire de manière autonome, mais également aussi, nous, les directions d'école, quand je fais mon calendrier pédagogique, de mes journées pédagogiques, on a des journées qui sont dédiées à la pédagogie au Québec. Donc, à ce moment-là, moi, je propose du contenu qui répond aux besoins de notre projet. On appelait ça un projet éducatif. Je pense que vous appelez ça un projet d'établissement. Donc, c'était un petit peu pour répondre à cette question au niveau de la formation. Donc, voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour ces interventions. Donc, nous pourrions déjà entamer la troisième question de cette table ronde qui va comme suit. Comment une direction d'école peut-elle s'adapter selon les besoins spécifiques de ces écoles en France? Par exemple, en milieu plus défavorisé ou dans un milieu affichant un taux élevé d'élèves en difficulté d'apprentissage. Je céderai d'abord la parole à Madame Zabreski, puis à Madame Simizak. Avec plus de 450 élèves, 26, 28 classes, je ne sais plus combien à mon collègue, en REP+. Donc forcément, les adaptations, elles sont différentes, mais je pense que le dénominateur commun dedans, ce serait sans doute de connaître le milieu, de connaître tous les partenaires, de pouvoir savoir aussi à qui s'adresser quand on a des besoins par rapport aux élèves, par rapport aux familles, par rapport aux collègues. Et tout, c'est cette connaissance des partenaires de l'école et de toutes les personnes qui peuvent intervenir et aider qui peut permettre de s'adapter aux différentes situations des écoles. C'est aussi exploiter différentes possibilités, les temps de concertation, en REP+, les formations, faire appel aux référents directeurs aussi qui ont été mis en place, faire appel à la circonscription, comme je l'ai dit, et puis essayer de trouver des solutions autour. Vraiment, c'est ce côté d'adaptation que je retiens. Oui, en effet, on commence à travailler un peu sur les postes spécifiques au niveau du premier degré en France, avec une définition précise de besoin, d'un profilage de postes pour y attirer des compétences particulières. Donc ça, c'est un modèle qui n'avait pas beaucoup
pas beaucoup cours dans le premier degré en France et qui s'installent. Ça permet finalement de répondre à différents besoins. On peut aussi imaginer une réflexion en équipe école sur la mobilisation d'expertise avec peut-être des échanges de services un peu régulés et une mobilisation d'un enseignant plutôt que d'un autre, soit pour tel ou tel enseignement disciplinaire, soit pour telle ou telle réponse à des besoins particuliers. Notre système centralisé et à tendance rigide rentre dans une certaine forme de souplesse et justement, c'est aussi cette place donnée au directeur d'école qui va nous faire progresser sur ce sujet. Les référents départementaux des directeurs d'école sont des relais entre finalement l'encadrement inspecteur et direction académique et les directeurs qui peuvent là encore finalement essaimer soit de bonnes pratiques, soit des outils particuliers entre directeurs. Et puis enfin, j'ai évoqué tout à l'heure les évaluations nationales. Donc nous avons tous les élèves de CP, en début de CP, en mi-CP en février, en début de CE1, donc première année de l'école primaire, le CP, et puis deuxième année de l'école primaire, de l'école élémentaire, bénéficient d'évaluation nationale en mathématiques et français, de même que tous les élèves qui ont juste quitté l'école élémentaire et qui rentrent en première année de collège. Et donc, ce sont des outils de pilotage aussi, d'identification des difficultés particulières, des nœuds que peuvent utiliser les directeurs avec là aussi l'appui des circonscriptions. Donc c'est important pour nous de créer cette culture de l'évaluation qui n'est pas fondatrice en France dans le milieu scolaire, mais qui s'installe petit à petit et qui justement doit être perçu comme un appui, une aide et non pas comme une stigmatisation de ce qui pourrait être un déficit professionnel de l'un ou de l'autre. Non, voilà, c'est un constat et à partir de là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait effectivement tous ensemble? C'est cette logique dans laquelle nous avançons. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour le Québec? Est-ce que Carl, Monsieur Ouellet, est-ce que je peux vous laisser la parole? Oui, merci beaucoup, Caroline. Je vais parler un petit peu du processus d'affectation. Je vais laisser Natacha compléter sur les capacités d'adaptation. De ce que j'en connais, il y a plusieurs différences entre les affectations des chefs d'établissement au Québec et celles de la France. Au Québec, par exemple, les directions et directions adjointes peuvent changer plusieurs fois de milieu dans leur carrière. Cette règle est écrite et appliquée dans les règles locales visant les conditions d'emploi des directions d'établissement dans plusieurs centres de services scolaires et on parle dans la plupart des cas de 5 à 7 ans, des mandats de 5 à 7 ans par école. Alors, lorsque la direction est appelée à changer d'école, elle doit prendre compte du document de la gestion axé sur les résultats de son milieu, connaître les attentes du centre de services scolaires et prévoir s'il y a lieu de l'accompagnement. Le chef d'établissement qui est affecté à une école, il y a plusieurs élèves, doit travailler avec son équipe de gestion. Au Québec, l'équipe de gestion se compose du chef d'établissement, de ses adjoints et d'un gestionnaire administratif dans certains cas. La direction doit travailler de concert avec les instances telles que le conseil d'établissement de l'école, qui, comme M. Saint-Onge l'a détaillé dans sa présentation, regroupe des membres du personnel de son école, des parents, des élèves, le comité de participation des enseignants, qui est un comité qui regroupe les enseignants de son école, le comité consultatif de gestion du centre de service, le conseil d'administration, bref, la communauté également. Il y a plusieurs instances qui nous supportent lorsqu'on arrive dans nos nouveaux postes. Le chef d'établissement doit documenter pour bien connaître son milieu et les besoins spécifiques à sa clientèle. Pour approfondir ses compétences envers son école, le chef d'établissement pourrait, par exemple, consulter différents objets de la recherche en lien avec les besoins spécifiques de son milieu et pourrait également se référer à l'expertise de collègues et des membres de son équipe. Finalement, le projet éducatif de l'école est très important car c'est le cœur de l'école et il a été travaillé dans une vision concertée de tous les acteurs, y compris les élèves et les parents. Le chef d'établissement doit obligatoirement l'intégrer dans sa vision et supporter l'équipe école dans l'atteinte des objectifs de celui-ci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Est-ce que Mme Bachère, vous voulez compléter?
Oui, absolument. Alors, au Québec, on est rendu avec une approche par besoin. Auparavant, c'était une approche par diagnostic. Alors, pour qu'un élève on lui reconnaisse des besoins spécifiques, il devait avoir une évaluation faite par un professionnel, psychologue, médecin, etc. Maintenant, on a fait tomber cette barrière-là parce que c'était un frein. Il fallait attendre les évaluations avant de pouvoir avoir une ressource, etc. Maintenant, on y va par besoin. Alors, les CAP nous permettent d'établir, de cerner les besoins de nos élèves par des évaluations aussi régulières, fréquentes, 3 fois par année minimum. Alors, ces dépistages-là nous permettent de voir, quels sont les élèves avec des vulnérabilités ou des défis et comment on essaie d'y répondre pour les amener vers une réussite. Ensuite, ça, c'est souvent une équipe par niveau, donc ça va être toutes nos premières années ou CM1 peut-être ici, là. Donc, tous ces enseignants de ce même niveau d'âge on va travailler ensemble, mais on a également un comité qu'on appelle, c'est un comité pour les élèves en difficulté qui est obligatoire également dans nos établissements. Il s'appelle le comité EHDA. Et dans ce comité-là, nous avons des représentants de la maternelle, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, et nous avons également des professionnels, donc psychologues, orthophonistes, etc. Et on s'assoit ensemble pour discuter de l'organisation des services de nos élèves qui ont des défis particuliers. Alors, on a beaucoup de concertations ensemble. Ce modèle-là de comité nous permet d'avoir une vue d'ensemble, tandis que les autres comme les CAP nous permettent d'avoir une vision peut-être plus micro des besoins. Pour y répondre, après ça, c'est ça, on travaille avec le centre de services qui, si on a besoin de différents membres d'enseignants spécialisés, admettons, là, nous, c'est des orthopédagogues, etc. Alors, on va discuter avec eux. On va voir c'est quoi l'accompagnement nécessaire, etc. Mais évidemment, en amont de tout ça, il faut bien connaître le milieu, le profil ethnoculturel, socio-économique, connaître des fois, nous, on a des classes adaptées. Je ne sais pas si ici, c'est comme ça, des classes spécialisées. Alors, on regarde tout ça, puis on essaie encore une fois d'arrimer le budget, les ressources, le matériel pour répondre du mieux qu'on peut. Et être en prévention, parce que l'approche par besoin nous amène dans une logique de prévention plutôt que de réaction, ce qui était le cas avant. On appelait ça le wait to fail. Donc, c'était d'attendre que l'élève soit en difficulté. Maintenant, on essaie de prévenir les difficultés. C'est un changement de culture pour nous aussi. Et l'évaluation nous permet de le faire. Moi, je voulais juste préciser Merci beaucoup, Mme Bachar. Est-ce qu'il y a une réaction? Je ne vois pas l'ensemble des participants. Je crois qu'il y a une réaction du côté français. Je vous laisse la parole. Oui, je voulais réagir par rapport aux évaluations. On en parle au niveau de l'adaptabilité du directeur et de l'équipe à l'école. Et en fait, les évaluations, quand elles sont présentées et dédramatisées, elles passent complètement auprès des équipes et il n'y a aucun jugement du travail des uns ou des autres. Mais ça, c'est tout un travail de confiance qui doit être mis en place. Et sans ce travail de confiance et cette dédramatisation des résultats, ça ne peut pas avancer, en fait. Mais c'est un moyen, en effet, d'adapter. Merci beaucoup. Donc, c'est le temps que nous avions pour cette table ronde. Puis j'aimerais la conclure en remerciant chaleureusement tous les intervenants ainsi que notre conférencier Paul Saint-Onge. Donc, les échanges qui ont été générés ont sans doute permis de mieux comprendre les distinctions, mais aussi les similitudes entre les systèmes français et québécois. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres quant au rôle des directions d'école et à leur impact sur la réussite éducative de nos élèves. Et je suis certaine que les discussions se poursuivront bien au-delà de ce colloque. Donc, il est maintenant le temps de terminer cette seconde partie du colloque avec les mots conclusifs du grand témoin, Monsieur Nicolas Mazelier. Vous êtes sous-ministre adjoint au secteur de la prospective, statistique et politique au ministère de l'Éducation du Québec. La parole est à vous. Merci beaucoup, Caroline. Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, ne vous y trompez pas, malgré mon accent et la photo du vieux port de Marseille derrière moi, c'est bien de Québec que je vous parle.
Québec ou d'ailleurs, nous attendons demain entre 10 et 15 cm de neige. Je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque, particulièrement le rectorat de l'Académie d'Amiens, bien sûr, pour notamment la prise en charge de tous les aspects logistiques de l'événement. Merci. Vous transmettrez, s'il vous plaît, mes remerciements au recteur de l'Académie, Raphaël Muller. Merci aussi, chère Catherine Dalphond, d'avoir représenté la déléguée générale du Québec à Paris lors de cet événement d'aujourd'hui. Je veux aussi me remercier pour son implication le Centre de monuments nationaux de la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Je remercie bien sûr aussi les conférenciers, les modérateurs, les experts, les chercheurs français et québécois pour leur disponibilité et la richesse des interventions dont j'ai été témoin. Qu'il me soit permis aussi de souligner l'importance que représente la thématique de ce deuxième bloc, le rôle des directeurs d'établissements scolaires, un thème important pour le Québec et pour le ministère de l'Éducation, mais un thème aussi important, on l'a vu, pour le réseau scolaire français. En fait, un thème important pour celles et ceux qui sont au cœur de notre action, c'est-à-dire pour les élèves. Je rappellerai les 5 caractéristiques fondamentales d'une direction d'école efficace qu'a présenté Paul Saintonge tout à l'heure, le leadership pédagogique, un milieu sain et sécuritaire, une approche collaborative, des pratiques pédagogiques probantes et une gestion axée sur les résultats. Ces caractéristiques visent la mobilisation du personnel scolaire et donc la réussite des élèves. Et en écoutant l'ensemble des échanges, il m'est venu à l'esprit Platon qui écrivait « Le risque est beau ». Parce que diriger une école, c'est aussi prendre des risques, prendre le risque du leadership, le risque de la collaboration, le risque de s'engager à atteindre des objectifs ambitieux au bénéfice des élèves. Ces échanges de la table ronde auront permis de mieux comprendre les retombées d'une direction d'école efficace, de mieux saisir son rôle fondamental. De constater aussi les similitudes vécues par la France et le Québec sur les différents enjeux auxquels font face les directions d'école. Cette collaboration franco-québécoise doit permettre non seulement de comparer, mais également d'inspirer les politiques de demain. Parce que la France et le Québec ont des objectifs communs concernant la réussite des élèves et l'importance du rôle des directions d'école dans l'atteinte de cette réussite scolaire. Je souhaite enfin encourager les experts à poursuivre activement les échanges sur le sujet sur lequel vous avez échangé, et aussi poursuivre les partages d'expériences et de bonnes pratiques afin d'assurer un enrichissement mutuel. Et si vous me permettez un petit clin d'œil pour conclure, je vous dirais que je suis personnellement toujours très touché de constater que la France sait, voit, entend ce qui se passe ici au Québec, parce que comme l'a dit le général de Gaulle lors d'un célèbre discours, eh bien la France en vaudra mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mazzani. Merci beaucoup. Donc, ces mots conclusifs viennent mettre fin à ce deuxième bloc portant sur les directions d'école. Nous vous remercions de votre participation et ce fut vraiment un plaisir pour moi d'animer ces échanges. Sans plus tarder, je céderai maintenant la parole à Madame Noura Bader du côté de la France. Merci, Madame la directrice aux relations extérieures au ministère de l'Éducation du Québec. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Hervé Séby, inspecteur d'académie et d'ASEN du département de l'Aisne. Merci Noura. Donc il m'appartient de vous remercier tous, autant que vous êtes, de votre participation à ce premier séminaire franco-québécois sous les auspices de la francophonie et dans le cadre de la Cité internationale de la francophonie. C'était un grand plaisir, c'est un immense travail en fait. C'est plusieurs années de rencontres, de discussions, de visites réciproques. Et vraiment, il m'appartient de remercier les historiques du Tour, j'ai envie de dire Lionel Tordeux, merci Lionel. Non mais vraiment. Et puis tous les participants, les chevilles ouvrières quand même. Je voulais donner un salut particulier à Laurent
à Laurent Pinel, qui a vraiment porté avec une rigueur, avec une abnégation à certains moments, ce projet extrêmement important qu'on connaît tous. Et je pense que c'est l'ambassadeur de la francophonie et puis du travail de cette coopération franco-québécoise dans l'Aisne, mais aussi presque au Québec, parce que vous êtes presque au Québec chez vous, visiblement. Et donc, vous avez fait un vrai travail de persuasion, et il a fallu persuader les institutions. Il a fallu persuader tous les responsables régionaux qui nous accompagnent au quotidien. Il a fallu persuader les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'école. Il a fallu montrer combien ces échanges de culture professionnelle pouvaient être féconds pour la réussite de nos élèves. Je pense que cet après-midi, nous l'avons montré, on le voit bien, que tout ce qui concerne ces caps, ce leadership que vous avez montré avec beaucoup de brio, hein, Monsieur Saintonge, donc merci tout à l'heure, tout ça montre que les choses sont possibles concrètement, vraiment. Et quand on parle avec les inspecteurs, quand on voit les directeurs d'école qui mettent en place les caps, eh bien des choses se passent. Des valeurs sont partagées dans les écoles, les équipes se reconstituent, disent combien elles sont heureuses finalement de retrouver parfois du sens dans le collectif et de travailler des objectifs précis sur la réussite de leurs élèves, de les mesurer et de s'en réjouir. Donc ça, vraiment, c'est un travail excellent qui a été mené. Moi, j'aimerais bien qu'on applaudisse Laurent. Quand même. Alors, quelles sont les perspectives maintenant ? Bien, les perspectives, c'est bien sûr de poursuivre sur tout ce qui a été dit cet après-midi, dans le concret, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a entendu toutes ces belles paroles, maintenant, il faut que nous passions, et nous y sommes déjà, dans un certain nombre d'écoles, dans un certain nombre de circonscriptions, à la mise en œuvre des caps, à la mise en œuvre des objectifs que nous avons cernés cet après-midi. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que tout ça reste dans le discours, mais il faut qu'on puisse concrètement développer, mettre en œuvre sur un territoire le plus large possible ce qui a été dit cet après-midi. Ça, c'est de notre responsabilité collective, bien entendu. Les perspectives, c'est sans doute un autre séminaire l'année prochaine, un autre colloque qui gagnera sans doute à s'ouvrir à d'autres institutions, d'autres partenaires de la culture, de l'économie, d'autres acteurs seraient bienvenus pour que nous puissions travailler ensemble à des choses peut-être plus ouvertes. Là, on était, comme l'a dit Monsieur le Recteur tout à l'heure, on est un peu entre nous. C'est l'école avec l'école et c'est très confortable, très agréable et très enrichissant. Mais je pense que d'autres acteurs seraient certainement bienvenus. À nous de les identifier, à nous de les inviter et pour faire un nouveau colloque qui ait cette allure-là. Merci à Madame le Proviseur qui nous a accueillis. Merci à tous les Iron et notamment les Iron de Villers-Cotterêts, Monsieur Chignardet qui ont travaillé d'arrache-pied et Canopé qui n'a pas ménagé sa peine depuis plusieurs jours pour monter cet après-midi. Merci au support financier toujours donné dans la parfaite confiance de la DREC et de la DAREC. Merci beaucoup parce que si vous n'aviez pas été là, nous ne serions pas là cet après-midi non plus. Merci donc aux monuments nationaux, donc on l'a dit à plusieurs reprises. Donc tous ces acteurs-là sont des acteurs essentiels qui nous ont permis de mener à bien notre mission du jour. Merci à tous, très bonne soirée.